Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler ce matin de responsabilité sociale des entreprises et quelle part de dialogue social peut y prendre. Pour ce faire, nous avons invité Lydia Brovelli, qui a commis il y a maintenant un an un rapport avec deux collègues. Elle nous en parlera dans un instant. Et ça m'a paru intéressant, un an plus tard, d'abord de faire connaître ses travaux, et puis qu'elle nous dise un petit peu, après toute l'accumulation de témoignages, d'entretiens, d'échanges, etc., en quoi la société dans son ensemble a réussi ou non à s'emparer des principales pistes, puisque ce rapport, vous en avez une synthèse très rapide dans vos dossiers, il était 20 propositions, ceux d'entre vous qui ont pris le temps de lire le rapport et l'annexe qu'a rédigé avec un collègue sont très concrets, je pense, vous avez vu, mais pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire, vous avez un recto verso qui vous donne les principales pistes. Donc je n'en dirai pas plus sur le fond. Sur le plan pratique, j'ai demandé à Lydia Brovelli et Christian Lenoir de faire un photo initial à chaque fois. Chacun, je dirais, procéder à la rédaction des deux documents de référence. Et puis ensuite, nous prendrons 45 minutes pour, comme d'habitude, prendre vos questions et leur permettre de vous répondre. Donc merci beaucoup à vous deux de vous être mobilisés ce matin. Et Lydia, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais sacrifier, parce que ce font toujours les intervenants à RDS pour répondre à la demande de Jean-Paul et vous présenter un tout petit peu. La plupart d'entre vous me connaissent. Et donc, en quelques mots, mon parcours. J'ai fait mon droit à Alsace. J'ai commencé en 68. Je suis à l'issue de mon parcours universitaire, je suis entrée dans l'assurance, dans une compagnie parisienne, et pendant une bonne douzaine d'années, j'ai donc travaillé dans cette compagnie, et j'y ai assumé des mandats syndicaux. J'ai fait à peu près tout le parcours, délégué, secrétaire de comité d'entreprise, j'ai été aussi, j'ai eu des responsabilités dans ma fédération et dans le syndicat des cadres de l'assurance, donc j'ai à peu près tous mes diplômes. Ensuite, j'ai été détachée comme secrétaire confédérale à la CGT. J'en suis devenue l'administrateur. Dans la CGT, vous savez, l'administrateur, c'est l'équivalent du trésorier national dans les autres confédérations. En même temps, pendant ces années, j'ai siégé à ce qu'était le Conseil économique et social. Il n'était pas encore environnemental, et j'ai notamment présidé pendant quelques années la section du travail. En 2001, troisième partie de mon parcours, j'ai accepté un poste de conseillère sociale en ambassade qui m'était proposé par le ministre du Travail. J'ai choisi l'Afrique, où je suis partie pendant 4 années et j'ai contribué à y bâtir des programmes de coopération sur des questions du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la santé. Et c'est là que la première fois j'ai eu l'occasion de travailler avec Christian Lenoir, puisqu'il a participé d'une mission sur les risques industriels, donc sur lesquels nous avons travaillé à l'époque ensemble au Sénégal. Au retour de ce qui était un CDD, en quelque sorte, convenu comme tel avec le ministre du Travail, j'ai réintégré mon entreprise d'origine, pas tout à fait, puisqu'entre-temps, elle s'était transformée et était devenue le groupe AXA, donc j'avais quitté une entreprise de 11 ou 1200 personnes pour retrouver un groupe du CAC 40. Mais j'avais toujours dit que je voulais retourner dans mon entreprise d'origine. J'ai eu beaucoup de chance et que j'ai eu des conditions particulières qui m'ont été faites et qui m'ont permis d'effectuer ce retour, qui n'est pas laissé à tous les militants, à ceux qui ont été militants syndicaux pendant un temps de leur vie. Aujourd'hui, je suis en retraite. Après quelques années de consultance, je n'ai plus que des activités bénévoles. C'est dans ce cadre que je participe à RDS, il y a plusieurs de ces groupes de travail. J'anime aussi l'amicale du Conseil économique, social et environnemental. Et c'est aussi dans ce cadre de bénévolat que j'ai accepté de participer à cette mission gouvernementale sur la responsabilité sociale des entreprises. J'en viens donc à notre sujet.
À l'heure où on parle beaucoup de responsabilité, on bâtit impact autour de cet objectif, nous nous sommes dit avec Jean-Paul Guyot et l'équipe de RDS qu'il était intéressant effectivement de revenir sur la responsabilité sociale des entreprises et de vous proposer ce matin cet échange en l'accent notamment sur l'articulation RSE, dialogue social, et Christian Lenoir, qui a synthétisé nos investigations sur cet aspect, y reviendra abondamment. Le rapport que j'ai rédigé avec Éric Molinier et Xavier Drago, qui, je le précise, ont répondu ce matin à d'autres sollicitations et du coup donc de les excuser. Ce rapport que nous avons rédigé avec l'appui de Christian Lenoir, Jean-Paul Duzna, Michael Fribourg et Claudine Bataille sur comment on démise de l'économie, de l'environnement et du travail, son rapport a 1 an exactement. On est encore loin, 1 an après, de la prise en compte des 20 propositions qu'il formulait, mais nous avons la faiblesse de penser qu'elles ne sont pas obsolètes. Et au contraire, tous les échanges que nous continuons d'avoir, parce que nous sommes encore un peu sollicités tous les mois, tous ces échanges démontrent que c'est dans cette voie que l'on progresse et que se confortent des actions qui vont dans le même sens. Donc je vais revenir sur quelques axes du rapport que nous avons rendu succinctement, puisque Jean-Paul le rappelait, d'abord beaucoup long depuis 1 an et puis vous l'avez reçu. Mais c'est surtout sur, je voudrais insister surtout sur l'état d'esprit qui l'a inspiré et qui continue d'imprégner notre conviction et sont à l'origine, à mon avis, des dynamiques qui se conjuguent. Sans revenir sur les racines historiques de ce qu'on appelle la RSE, je voudrais d'abord souligner que c'est un concept qui est encore mal connu, sur lequel travaillent pourtant énormément d'organismes et qui n'est pas récent. Il a accompagné, on va dire pour aller vite, il a accompagné l'industrialisation, il a pris de la vigueur avec le rapport Brundtland en 1987, qui à l'ONU a évoqué le développement durable comme un modèle de croissance qui réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Puis il y a eu la loi NRE en 2001 qui a instauré le reporting extra-financier pour les entreprises cotées, et qui est venu ainsi pointer la responsabilité de ces grandes entreprises dans le développement durable. Et enfin, le Grenelle de l'environnement, s'en tient à ces 3 grandes étapes, qui a étendu le périmètre des obligations. Il me semble que depuis un certain temps, nos sociétés voient émerger des risques nouveaux qui résultent de la conjonction de plusieurs types de facteurs. D'une part, les effets de la globalisation mondiale de l'économie sont les activités. C'est l'afflux de produits, de services à bas prix, les délocalisations, les fermetures d'entreprises que ça entraîne. Dans un premier temps, dans nos pays industrialisés, ensuite dans les pays émergents, on commence à le voir, et demain. Et d'autre part, ce sont les conséquences perceptibles de 50 ans d'une société d'offres et de consommation insouciante dans ses conséquences, dont les conséquences sur le climat, la biodiversité, la raréfaction des ressources obèrent le mode de vie des générations futures. Et j'ai envie de dire que c'est la responsabilité tout de même de notre génération, en tout cas de la mienne. Ces facteurs interpellent nos sociétés. Et ceci d'autant plus que les institutions sont globalement en échec dans l'élaboration de politiques internationales suffisantes pour juguler la montée en puissance des dangers, en dépit des protestations sociales et de toutes les alertes scientifiques quant à la planète. Deuxièmement, l'accélération de l'information sur tous les événements, sa diffusion instantanée à l'échelle mondiale, a un impact énorme sur l'opinion publique. On pourrait se demander si ça se traduit par une véritable prise de conscience. Je laisse la question ouverte. Pour ma part, j'ai surtout le sentiment qu'un scandale chasse l'autre. Les investigations d'ONG ont révélé les pratiques de grandes entreprises, je dis bien de et non des, de grandes entreprises
à l'échelle internationale qui ont bouleversé l'opinion. On se souvient, il y a déjà longtemps, de Nike et de l'utilisation du travail des enfants, de l'explosion de l'usine Union Carbide à Bhopal. Ces pratiques conduisent à l'émergence pour les entreprises d'un risque de dégradation de leur image et de leur réputation, voire mettre en cause leur pérennité et évidemment, du coup, celle de l'emploi d'un salarié. Et au-delà de telle ou telle entreprise, cela vaut maintenant pour des filières entières. On l'a vu avec l'industrie agroalimentaire, avec le problème de l'affaire de la viande de cheval substituée à de la viande bovine, pour certains procédés avec la fabrication de types de pesticides. Et cela conduit aussi à la recherche de responsabilité quant aux donneurs d'ordre. Ainsi, les marques ont été interpellées après les incendies du Rana Plaza, ces entreprises du textile du Bangladesh qui ont fait plus de 1100 morts l'an dernier. Et cela a mis en lumière l'importance du sujet des politiques d'achat des entreprises et l'appel à agir au niveau mondial pour des conditions de travail décentes. L'Union européenne et l'OIT ont engagé un gros travail derrière le drame du Rana Plaza. Et par ailleurs, du côté des investisseurs, on assiste à un essor d'exigences éthiques et de sécurité sur le long terme vis-à-vis des entreprises, de leurs pratiques, de leur gestion des risques, qui les mettent sous pression, ces entreprises, et les poussent à agir. Ce matin même se tient d'ailleurs un séminaire du réseau des investisseurs responsables. Pour répondre à toutes ces attentes, les entreprises communiquent sur de nouvelles postures, présentées comme responsables, socialement, éthiquement, écologiquement, et cherchent à valoriser ou revaloriser leur image. Alors, il faudrait ici ouvrir une parenthèse pour souligner que la notion d'entreprise a considérablement évolué, qu'elle ressemble aujourd'hui davantage à un réseau. Nos amis d'Astrée utilisent le concept d'entreprise étendue. En tout cas, c'est un réseau, c'est clair, fait de donneurs d'ordre, de sous-traitants, et un écheveau au total bien difficile à démêler, ce qui complexifie la donne quand on recherche la responsabilité d'une activité. Donc ceci pour les entreprises, et de leur côté pour les organisations syndicales de salariés, tout en ayant une longue tradition internationaliste et en agissant à cette échelle, on reviendra en parlant notamment des accords internationaux, les organisations se focalisent souvent dans leur pratique générale sur la défense et l'illustration des intérêts des salariés nationaux, faute d'être en mesure, notamment, d'intégrer la représentation d'entreprises partenaires. Et en même temps, ces organisations syndicales sont confrontées à des questions nouvelles de cohérence entre les diverses postures de salariés, de consommateurs, de parents, d'épargnants, de citoyens. La notion de RSE renferme ainsi une problématique de force et beaucoup de contradictions. Si les attentes sont grandes, la notion soulève, il faut bien le voir, du scepticisme, voire de la défiance. Elle est souvent perçue comme une espèce de nouvelle mode managériale, une forme de cosmétique organisationnelle, voire comme un outil de manipulation d'opinion publique ou un marché pour experts. Elle renferme des paradoxes du fait des incompatibilités d'attente. C'est le cas entre le salarié et le riverain d'une entreprise qui pollue, par exemple. Ou bien c'est le cas tout simplement du consommateur qui arbitre en faveur d'un produit à bas prix et qui, ce faisant, est bien loin d'opérer un choix qui correspond aux valeurs dont il exige la prise de risque. Mais avec toutes ces contradictions, on voit bien que le mouvement qui s'est engagé interroge le projet de l'entreprise, ses valeurs et la façon dont elle contribue à la création de richesse. Il exige que l'entreprise prenne en compte les retombées de ses activités pour les anticiper sur les différentes parties prenantes de la société. C'est la définition qu'a donnée l'Union européenne de la RSE,
qui rencontre un large assentiment. L'UE dit c'est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Et l'Union ajoute que pour assumer cette responsabilité, il faut au préalable que les entreprises respectent la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires. Des normes et les référentiels internationaux complètent cette définition, constituent un socle de langage commun. Mais la RSE, ce n'est pas seulement une affaire de normes. Les outils sont utiles, ils sont non indispensables, comme garde-fous, comme point d'appui. Mais la RSE doit être fondée, doit être fondée sur des indicateurs vérifiables, vérifiés. Mais ce n'est pas suffisant, à notre avis. La RSE, c'est avant tout une démarche de progrès. Et un concept qui concerne potentiellement tous les individus dans tous les aspects de leur vie et de leur activité, qui intègre aussi le développement des territoires. C'est donc un périmètre très vaste. De l'emploi, et par ces temps de chômage, ça reste évidemment la première préoccupation, de l'emploi au bien-être au travail, de la santé à la formation, l'insertion, l'égalité, la protection sociale. J'ai envie de dire qu'à tous les thèmes du dialogue social, de la négociation collective, ou l'empilement, en quelque sorte, en une feuille, qui prévaut souvent, la RSE donne du sens à l'ensemble. Pour prendre un exemple, la négociation unique sur la qualité de vie au travail, qui est prévue dans la loi du 5 mars comme pouvant être mise en place par un accord majoritaire, et regrouper alors les négociations obligatoires sur l'égalité, la mobilité, la pénibilité, pourrait aller dans le sens à la fois de la simplification, de la lisibilité et du sens. J'aurais pu préciser que nous avons laissé dans notre groupe de travail, nous avons laissé de côté les débats sémantiques franco-français sur l'acception du social. Pour les auteurs du rapport que j'évoque, parler responsabilité sociale de l'entreprise, que ce soit bien clair, ça intègre tout à la fois le social au sens des relations du travail, le sociétal au sens de l'organisation générale de la vie en société et de la citoyenneté, et l'environnemental au sens de l'interdépendance des sociétés humaines avec leur écosystème, cette interdépendance valant sur le long terme à l'échelle planétaire. Et enfin, la RSE concerne les grandes entreprises, mais aussi les petites. Et plus globalement, au-delà des entreprises, c'est pour ça qu'on a parlé d'organisation, et que pour nous, ça concerne toute structure organisée. La sphère privée comme la sphère publique, et l'État lui-même se doit d'être exemplaire. On y reviendra peut-être dans la discussion, c'est souvent bien loin d'être le cas. Notre expérience d'acteurs de terrain, puisque j'aurais dû vous le dire précédemment, mais sans doute le savez-vous, Xavier Drago, directeur du développement durable à Air Liquide, et Éric Molinier a participé à cette mission pour ses responsabilités dans le milieu associatif. Donc nous avions des expériences de terrain tous les trois assez diverses, mais qui se complétaient bien. Cette expérience d'acteurs et les échanges auxquels nous avons procédé non seulement avant le rapport, mais depuis, nous ont confortés dans l'idée que pour faire de la RSE un levier de la performance durable de nos économies et de nos sociétés, il fallait relever plusieurs défis que nous avons résumés par les termes crédibilité, échelle, rythme et périmètre. Un défi de crédibilité d'abord. Bon, je l'ai déjà souligné, donc je n'insiste pas trop sur cet aspect, mais la notion rencontre du scepticisme, il faut bien dire que le greenwashing, ça existe. Pour gagner ce défi de la crédibilité, il faut donc rendre les informations plus lisibles, plus vérifiables, plus comparables. Il faut être transparent et en débattre avec les parties prenantes. Alors, ce qu'on appelle les parties prenantes dans la RSE sont à la fois les parties prenantes internes à l'entreprise
principalement les institutions représentatives du personnel et les salariés dans l'ensemble, et les parties prenantes externes, les ONG, les collectivités territoriales, etc. Deuxième défi, celui de l'échelle d'analyse. De ce point de vue, il y a deux aspects. D'abord, la dimension internationale. La RSE, c'est typiquement un sujet sur lequel il faut sortir de notre village gaulois. Une RSE traitée dans le seul hexagone n'aurait pas beaucoup d'influence. Et le cadre européen, de ce point de vue, peut peser sur la régulation internationale, même s'il peine pour l'instant à voir le jour. Le second aspect dans l'échelle d'analyse, c'est la dimension des entreprises elles-mêmes. Souvent, on a le sentiment que la RSE, c'est une affaire de grandes entreprises, voire d'entreprises cotées. Or, l'expérience nous a montré que les PME sont assez nombreuses à s'emparer du sujet. Un certain nombre de structures les y aident. Le CJD fait par exemple beaucoup de travail là-dessus depuis très longtemps. Et c'est un enjeu essentiel compte tenu du poids des PME dans l'économie que de les entraîner dans la démarche. La plateforme RSE qui a été mise en place auprès du Premier ministre il y a 1 an maintenant, et qui est rattachée, vous le savez, au commissariat général à la stratégie et à la prospective, a adopté un certain nombre de recommandations intermédiaires la semaine dernière, et l'une de celles-ci concerne justement les PME. La plateforme a beaucoup insisté sur le besoin de soutien des secteurs professionnels en direction des PME sur ce point. Elle insiste aussi sur la nécessité de la clarification du paysage des labels et du dialogue pluriacteur. Elle insiste aussi, et ça implique là beaucoup les PME, l'aspect des achats responsables, sur lesquels nous avions pour notre part aussi formulé des propositions tant pour les achats du privé que du public. Et la plateforme a mis en place un groupe de travail spécifique sur la chaîne de valeur, c'est-à-dire sur les rapports filiales-fournisseurs. Et elle prône une obligation de vigilance non seulement des entreprises vers leurs filiales et sous-traitants, mais aussi vigilance de l'État vers les entreprises. Troisième défi, celui du changement de rythme. Il faut aller plus vite, c'est-à-dire qu'il faut avoir un cadre de régulation qui diffuse et qui encourage et qui ne passe pas son temps à courir derrière les bonnes pratiques. Et en même temps, il faut aller plus loin et plus longtemps. Il faut éduquer, nous en sommes convaincus, au développement durable et au dialogue social, les jeunes générations et les salariés en poste, notamment le management, car la qualité du management est un moteur de performance. Il faudrait que la performance globale des organisations devienne une dimension transversale des organisations. Les dimensions sociales, environnementales, de gouvernance devraient inspirer la manière d'exercer son métier. Délivrer des apprentissages séparés sur ces questions, quand il y en a un, ça souvent, n'est à notre avis pas pertinent. Certains l'ont d'ailleurs bien mesuré et mettre en œuvre. Je pense à Audencia Nantes, que nous avions rencontré, où nous sommes retournés il y a quelques mois, et cette grande école de commerce qui intègre les dimensions ESG dans ses cursus de façon fort pertinente. Concernant la formation des jeunes générations, vous me permettrez de souligner la convergence avec les activités de RDS, puisque ça fait plusieurs années que RDS a engagé un chantier avec une formation au dialogue social dans l'enseignement supérieur, avec un certain succès dans quelques-unes des grandes écoles. Quatrième défi, la mobilisation des parties prenantes. Il faut qu'elle soit loyale et effective pour devenir un outil robuste pour la cohésion, le changement, le management et la création de valeurs partagées. La mobilisation interne par implication des représentants des salariés, c'est la première et, disons-le, c'est au fond la plus simple à opérer. Les syndicats sont pleinement légitimes à questionner le modèle, car la durabilité de l'entreprise et des emplois en dépend. Le retard à combler et sans doute là aussi de la formation à mettre en œuvre.
Par ailleurs, les parties prenantes externes ont un rôle important à jouer. Des entreprises, nous en avons rencontré, ont mis en place des panels qui les intègrent. Mais curieusement, nous avons constaté que lorsque les parties prenantes externes sont associées dans ces panels, les parties prenantes internes sont beaucoup moins dans le coup. Donc on a du mal à tenir tous les éléments en même temps. Voilà, la prise en compte de ces 4 défis a généré quelques axes de propositions. J'en ai déjà évoqué quelques-unes de ces 20 propositions. Je voudrais juste rapidement rappeler les 4 axes de nos propositions. La première, le premier axe, pour nous, c'est développer une culture de performance globale au sein des entreprises, des organisations et des administrations. La dimension extra-financière ne peut plus être dissociée de la stratégie économique, être conçue au mieux comme un outil de maîtrise des risques ou comme la manifestation d'un comportement politiquement correct. La RSE, ce n'est pas qu'une obligation de rendre des comptes. C'est pour cela qu'il faut, à notre avis, la porter au niveau de la stratégie de l'entreprise et pas en faire une préoccupation séparée de la conduite des activités. Ça veut dire que ça doit être un engagement fort, permanent, qui irrigue toutes les fonctions, de la gouvernance au management, la ressource humaine, le dialogue social et sociétal, et l'action syndicale elle-même, et qui englobe encore une fois les filiales et s'élabore en associant tous les intéressés, à commencer par les salariés. On y reviendra avec Christian Lenoir qui va retracer en partie ce qu'on a constaté, au moins à partir de quelques exemples, quant à la place du dialogue social dans la RSE. Et là aussi, je voudrais souligner le dernier ouvrage de RDS, L'économie parlons-en, parce qu'il met précisément en évidence 50 cas pratiques à ce sujet. Des initiatives de dialogue économique se déploient dans des entreprises, des branches, des territoires, et cet ouvrage témoigne d'initiatives de terrain qui sont bien réelles. Il n'y a donc pas que des demandes de moins de fiscalité, des menaces de boycott de la conférence sociale. Il y a des entrepreneurs qui estiment qu'une concertation loyale sur les enjeux économiques et stratégiques constitue un levier de mobilisation des salariés et donc de la performance de l'entreprise. Et un consensus existe, il faut le dire aussi, désormais dans les organisations syndicales autour de l'idée que l'entreprise doit être rentable pour pouvoir investir et se développer. La loi relative à la sécurisation de l'emploi qui a transposé l'année de janvier 2013 a traduit une préoccupation de tous les négociateurs, y compris ceux qui n'ont pas signé l'ANI, la nécessité de mettre en place les outils permettant de partager l'information et de renforcer la capacité des représentants des salariés à dialoguer sur la stratégie de l'entreprise. La base de données unique, dont on débat de la construction actuellement, doit constituer l'un de ces outils qui permettent aux salariés et à leurs représentants d'intervenir dans la gestion de leur entreprise et de participer de cette définition de la stratégie. Le deuxième axe que nous avons retenu, assurer une mesure fiable de la performance globale. Il existe aujourd'hui un vrai maquis de référentiel d'évaluation, ce qui traduit la volonté de beaucoup de s'emparer du sujet, et c'est une bonne chose. Mais au total, cela altère aussi la crédibilité de la démarche. Il y a une espèce de boîte à outils qui déborde, mais les comparaisons sont bien difficiles. Alors, le reporting réglementaire français, c'est un outil utile pour interroger et pour progresser. Il est quand même bien souvent traité comme un simple exercice procédural, comptable de données quantifiables, hésitant entre information et communication, et souvent il présente un périmètre assez inadapté à la réalité et à la diversité des entreprises. Il manque de données aussi rapportées à des objectifs clairement affichés
Et à mon avis, il laisse de côté quand même l'essentiel, c'est le travail. Il y a un indicateur qui n'existe pas dans le rapport, enfin les 42 indicateurs de reporting. Donc, de ce point de vue, il nous a semblé que des progrès pourraient être accomplis au niveau des branches pour un reporting plus adapté. Encore une fois, le dispositif mis en place par le Grenelle s'est avéré utile. Et beaucoup d'entreprises dans la discussion nous ont dit heureusement qu'il y a eu ça parce que ça nous a contraints à progresser et à nous poser les bonnes questions. Mais il est très global et général. Si on se situe, on prend un seul exemple, si on se situe dans la chimie ou si on se situe dans la banque, il est clair que les indicateurs ne peuvent pas être les mêmes. Donc des indicateurs spécifiques aux branches de notre point de vue seraient plus pertinents. Nous avions ainsi suggéré que des négociations de branches puissent s'ouvrir afin de se concentrer sur la publication d'informations associées à des problématiques spécifiques, des problématiques clés de la branche. Ça pourrait prendre la forme d'indicateurs et de questionnements dynamiques aussi. À ce jour, disons-le, aucune branche ne s'est engagée dans la démarche, mais c'est une voie qui reste à explorer. On voit bien que pour l'instant, la négociation de branche n'est pas au top de ses performances. Enfin, l'extension des pratiques de notation extra-financière servirait la performance et la transparence. C'est pourquoi nous avions suggéré d'expérimenter la diffusion des notations au-delà des parties prenantes financières qui, pour l'instant, sont les seules destinatrices, puisque c'est elles qui les commandent, ces notations. Là, il faut dire qu'un cadre européen de régulation des agences de notation est sans doute nécessaire. Leur modèle économique n'est pas stabilisé, les méthodologies ont besoin de s'harmoniser, mais ce sera justement contribuer à la crédibilité des organismes et valoriser leurs expériences que de pouvoir promouvoir un référentiel méthodologique au niveau européen, voire international. Troisième axe, l'encouragement de l'investissement socialement responsable. Ce peut être un levier tout à fait important et c'est une spécificité française reconnue dans la gestion d'actifs qui peut être mieux exploitée, qui pour l'instant relève un peu encore d'une démarche militante. Nous avons suggéré d'abord d'étendre les obligations de transparence et de reporting ESG qui existent pour les gestionnaires de fonds aux investisseurs pour compte propre. C'est quand même un peu étonnant que les zinzins, les caisses de retraite, aient moins d'obligations en la matière que les gestionnaires de comptes de tiers. Et nous avons suggéré de tenir compte des dimensions extra-financières dans l'octroi d'un certain nombre de crédits bancaires, ce qui n'est très rarement le cas pour l'instant. Et puis d'orienter une part de l'assurance vie vers les produits responsables. Pour l'instant, l'assurance vie bénéficie encore de quelques avantages fiscaux, on pourrait le coupler à des exigences en la matière. Et enfin, nous avons suggéré la promotion d'un label ISR unique, parce qu'il existe déjà des labels ISR, utiles, mais il faut bien dire que l'épargnant a du mal à s'y retrouver devant des approches qui restent différentes. Les acteurs de la place financière ont d'ailleurs signé en début d'année un appel pour la création d'un tel label, et la conférence bancaire et financière pour la transition énergétique qui s'est tenue fin juin a retenu l'idée de travailler sur ce label public ISR. C'est donc un sujet qui devrait avancer utilement. Enfin, quatrième et dernier axe, je vais en terminer par là, valoriser l'ambition et le savoir-faire français à l'international. Il y a plusieurs textes internationaux qui servent de cadre à la responsabilité sociale des entreprises, les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, les principes de l'OCDE, les principes directeurs de l'OCDE pour les multinationales, la déclaration tripartite de l'OIT sur les multinationales,
à quoi il faut ajouter les engagements volontaires comme le Global Compact, les normes comme ISO 26000, etc. Ils œuvrent en faveur d'une extension de la responsabilité de l'entreprise sur sa sphère d'influence et ses relations d'affaires. Ils ont acquis une certaine force du fait de l'apparition notamment de mécanismes d'intermédiation comme les PCN, les points de contact nationaux des 45 pays qui adhèrent à la déclaration de l'OCDE. Il faut bien dire que dans les entreprises, tout ça est quand même très très peu connu. Et dans les instances internationales et les négociations multilatérales, la reconnaissance de la RSE, elle est, je vais la qualifier, elle est variable, pour être gentil. La France doit donc soutenir son effort de conviction diplomatique auprès de ses partenaires, mieux valoriser les bonnes pratiques, promouvoir ces conceptions dans les enceintes et négociations internationales. Le gouvernement l'a fait il y a quelques mois en incitant la Banque mondiale à inscrire les critères RSE dans ses appels d'offres. C'est une bonne chose, c'est quand même vraiment le minimum. Si la Banque mondiale ne prend pas en compte ces critères, on peut quand même se poser beaucoup de questions. L'AFD, la COFAS, ici pour ce qui nous concerne, se sont engagés, ont mis des plans en place et sont engagés à préciser publiquement les mesures prises en la matière. Les contacts que nous avons eus à l'occasion de la mission avec la direction des entreprises au ministère des Affaires étrangères ont aussi témoigné d'une conviction à ce sujet et d'un effort des postes dans le monde entier à s'engager dans cette direction. Mais, je veux terminer par là, les accords cadres internationaux, les ACI, constituent sans doute un point d'appui extrêmement important pour faire avancer le sujet à l'échelle internationale. Alors, ils n'offrent pas de véritable cadre juridique, mais ils sont un début de négociation sociale transnationale et ils contribuent à créer de la norme sociale dans certains pays qui en sont pour l'instant bien dépourvus. Donc, on a fêté le 100e ACI récemment. Il faut travailler au maximum à ce que cela continue de s'étendre. Et Christian Lenoir va revenir sur cet aspect du dialogue social international à travers les ACI, mais aussi sur le dialogue social en France. Et je vais maintenant lui céder la parole pour le faire. Bien. Bonjour à tous. Merci Lydia de m'avoir invité à cet exercice qui pour moi était à la fois facile et pas tant que ça. Je vais donc commencer par vous dire où j'en suis, dans quel cadre j'étais avec toi l'an dernier dans cette équipe-là et les autres, et ce que je fais maintenant et le lien que je fais avec tout ça. Donc, je suis inspecteur général des affaires sociales depuis 10 ans, et depuis un an, il y aura un an à l'automne, j'ai quitté le service de l'IGAS et je suis à plein temps en tant que secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, donc une instance auprès du travail qui réunit toutes les parties prenantes du système de santé au travail, au cœur desquelles, bien sûr, les organisations syndicales, de salariés et d'employeurs, les services de l'État, principalement le ministère du Travail, ceux de la Sécurité sociale, beaucoup la branche intégrité et pas seulement, par exemple la MSA aussi, mais ça concerne aussi le régime général, tous les organismes de prévention et aussi la recherche. Donc, et puis aussi les services de santé au travail, quoique ce ne soit pas un réseau organisé, ça passe à un grand défaut. Donc voilà, c'est ce que je fais actuellement, donc c'est un peu loin de la RSE, et en même temps, pas tant que ça. Quand j'étais donc dans l'équipe des trois rapporteurs, et le rapport qui a été publié il y a un an, j'étais donc à l'IGAS, c'est la dernière mission que j'ai faite à l'IGAS. C'est une mission qui a été pour moi très vivifiante, pour monter, après les 200 entretiens qu'on a eus, j'ai dû en monter
un bon nombre, c'était un peu du sport, et je dois dire qu'avec le recul, je trouve que ça m'a bien préparé à ce que je fais maintenant. Ça va être un peu le sens de mes propos. J'ai choisi finalement, non pas de reprendre ce qu'on avait publié avec Jean-Paul Divin l'an dernier, je veux dire dans quelles conditions, mais plutôt d'essayer de retirer des éléments que je garde quand j'ai oublié ces travaux-là. Donc, ce qui perdure. Alors, il faut quand même que je continue mon parcours. Si je commence par la fin, c'est pas suffisant. Il faut que je vous dise un peu plus. Donc, Lydia, vous avez dit qu'on s'était rencontrés au Sénégal, donc c'est tout à fait improbable. Donc, avant d'être à l'IGAS, j'étais agent des services déconcentrés du ministère du Travail. Donc, j'ai fait une longue carrière dans l'inspection du travail à tous les niveaux. Beaucoup de terrain. Comme inspecteur, un peu de centrale sur des fonctions de coordination déjà au niveau du ministère. Et puis ensuite, j'ai occupé des fonctions de management dans 3 régions, 3 départements en région centre, en Picardie et aussi en Midi-Pyrénées. J'étais en poste à Toulouse quand il avait fallu notamment manager l'enquête d'inspection du travail sur ACDF. Donc voilà. Et c'est suite à ça, suite à cette affaire qui était hors norme, que dans le cadre d'une sollicitation via le BIT et le GIP Inter, que j'ai été amené avec un collègue ingénieur du système d'inspection du travail hollandais à intervenir au Sénégal, et j'ai fait donc la connaissance de Lydia qui faisait donc toutes ces interfaces avec plein d'acteurs locaux. Il faut aussi que je vous dise que j'ai un ancrage sur le champ du travail depuis longtemps, que de fait la RSE m'amène à revisiter. Ça enlève rien, mais ça éclaire différemment. J'ai aussi un ancrage qui a été moins long, mais très intense, sur le champ des approches formatives, en ce sens que j'ai travaillé plusieurs années à la mission Nouvelle Qualification aux côtés de Bertrand Schwartz, et je suis très imprégné par ces approches-là. C'est pour moi un sentiment assez déplaisant de voir que toute l'énergie qui a été impulsée a servi à pas grand-chose, sauf à être diffusée dans le paysage, mais il y a eu une perte en ligne énorme. Et enfin, l'élément personnel, s'agissant de l'inspection du travail, des soubresauts que la presse parfois relate, surtout quand il s'agit de réformes la concernant, je fais partie de ceux qui, il y a bien longtemps, dans les années 80, fin des années 70 et 80, avaient créé une association qui à l'époque avait connu quelques audiences, l'association Vie Armée. J'étais un des cofondateurs, j'en étais un des présidents, voilà. Donc, voilà, pour donner un peu un parcours dans ce. Donc là, je suis évidemment en fin de carrière, je m'arrête l'année prochaine. Et donc je suis assez content finalement de revenir sur des questions de conditions de travail et d'avoir été préparé, entre guillemets préparé, par cette mission sur la RSE. C'est un peu quelques éclairages là-dessus que je voudrais vous donner. C'est une manière pour moi de revisiter la problématique des conditions de travail. C'est un sujet qui a toujours été le mien. Mon premier poste d'inspecteur du travail était sur les halles de Rungis, c'est dans les années, je parle des années 75, 80, hein, c'est quand même pas tout à fait hier. Donc ça avait conduit à créer un CHS de site inter-entreprise en dehors de tout texte pour toutes les halles de Rungis. Ça a fonctionné pendant 30 ans. Donc c'est des sujets qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Et je m'aperçois que depuis bientôt 1 an, où j'ai cessé de regarder de très près les questions de RSE, je regarde toujours d'un œil ce qui peut paraître, ce qui se publie. C'est une sorte de grille de lecture, c'est une grille de compréhension, ça inspire aussi mes réflexions. Et puis il y a quelques auteurs qui publient des bonnes feuilles par-ci par-là, dont un dans la salle, que je lis avec intérêt. Donc voilà, ça me donne une base arrière.
Donc, ce que j'exprime aujourd'hui, c'est évidemment à titre personnel. C'est pas en tant que secrétaire général du COC, je n'ai pas de mandat pour ça, et puis mon rôle d'interface ne le permettrait guère, mais c'est ce que je retire de tout ça. Donc, on a publié, Jean-Paul Le Divin, inspecteur général de l'économie de développement durable, et moi, une note complémentaire, parce qu'on y tenait, que le rapport des trois missionnés ne reste pas uniquement avec sa liste des propositions, mais se complète d'une analyse à titre indicatif de ce qu'on a appelé un mode d'emploi, de façon dont un certain nombre d'accords avaient été produits. Ça n'a pas été une chose simple de produire ce document, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais finalement le choix a été de le publier par les inspections générales pour faire bref. Il est réellement imbriqué et complémentaire du rapport, il s'appuie directement sur l'axe 1 que Lydia vient de rappeler, développer une culture de performance, et là-dedans, je retirerai principalement la reco 2, la recommandation numéro 2, accroître la place de la RSE dans le dialogue social, d'entreprise, de branches, interpro, territoriales et internationales. Donc ça, c'était la deuxième recommandation. Donc nous, ce qu'on a produit, vous l'avez vu, je pense, puisque le document vous était joint, ou il y a un lien, et vous trouvez facilement ce petit document. C'est un document court, hein, ce document d'emploi, ça fait 21 pages, et la 21e, il n'y a facilement rien, donc c'est très très court. Le constat qu'avait fait la mission, que nous avons un peu documenté, c'est que la place dévolue à la RSE dans le dialogue social est une place mineure. Pas inexistante, mais mineure. Et je dois dire qu'un an après, je suis face à en ce qui me concerne, à un constat troublant et un peu paradoxal. Je constate que malgré la crise qui perdure, qui amène à remettre en cause beaucoup de choses, malgré tout cela, la RSE n'est pas passée de mode, comme ça aurait très bien pu être le cas. Ça demeure d'actualité. C'est un sujet qui reste sur table, dans une logique gagnant-gagnant. Mais là où elle se pratique, dans une logique gagnant-gagnant, mais pourtant, en même temps, le dialogue social ne me paraît pas s'en être saisi de façon significative, malgré les travaux documentés de l'équipe avec Lydia. C'est étonnant. Moi, j'ai repéré qu'il y a eu, au-delà de ce qu'on avait recensé l'an dernier, il y a eu quelques grands accords d'entreprise, pas beaucoup, ou alors il m'en a échappé, c'est possible. Hein. Encore une fois, je n'ai pas eu le temps de m'y replonger, de refaire une investigation, c'était hors de propos, puis en plus, je pense que ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt. Donc, au-delà de ce qu'on avait pointé l'an dernier, j'ai noté que Renault a finalisé son accord RSE dans l'été, donc après qu'on ait fait notre propre inventaire. Solvay a signé un accord international en décembre, je vais y revenir parce qu'il me paraît justifier des commentaires particuliers. Et puis plus récemment, Casino a signé également un accord RSE. J'aurais bien voulu l'avoir, je l'ai demandé, je ne l'ai pas obtenu, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose. On les avait rencontrés à l'époque. Mais ce que je vois, plutôt ce que je ne vois pas, c'est le déploiement dans d'autres approches que des grandes entreprises ou des groupes. Et en particulier dans des logiques de branches, voire de filières, qu'on avait un peu documentées. Il existe des secteurs qui font des efforts là-dessus. On avait notamment remarqué des choses du côté de l'agroalimentaire et bien plus encore de
pilière de la propreté, dans le branche de la propreté, mais moi je n'ai pas repéré qu'il y ait une diffusion là-dessus. Donc c'est un peu paradoxal que quelque chose qui est assez puissant, dont les gens qui s'y engagent ne disent pas que finalement ça ne valait pas le coup, pourquoi ça ne diffuse pas plus? Donc pour moi c'est quelque chose d'assez intriguant. Donc, à partir de là, donc la définition de la RSE, Lydia vous l'a dit, on s'est bien sûr assis sur la définition européenne. C'est une approche transversale et systémique, et surtout en termes d'effets que produit l'exercice d'une activité sur la société. Donc pour moi, à cet égard, poser les questions sous cet angle-là, sous le sens des effets, c'est une question transversale, et en termes d'effets, c'est une question pas courante. Et moi, je suis un fonctionnaire, vous l'avez compris depuis un bon bout de temps, et vous savez bien que l'État, c'est pas commode la transversalité dans l'État. Hein. Parce que l'État, il est câblé sur la différence, sur la séparation, sur le cloisonnement. Toujours. Et donc, que ce soit dans une administration ou entre les ministères, c'est donc une façon de penser, c'est une invitation forte à une façon de penser très nouvelle. Et quand il s'agit de regarder la responsabilité de l'entreprise des effets, donc c'est une manière de se questionner. Et cette manière de se questionner, il me semble qu'elle s'adresse évidemment en premier lieu au management, à la direction générale, etc. Mais pas que. Je fais partie de ceux qui pensent que ça a vocation à interroger aussi sur leur stratégie les organisations syndicales dans l'entreprise et vis-à-vis de son fonctionnement. Donc quand on avait décidé de produire un document qui est capitalisé un peu sur les rapports qu'on avait pu, pas les rapports, mais les accords qu'on avait pu regarder. Donc on avait procédé de façon assez simple à une sorte d'inventaire des pratiques observables en ce qui concerne les thèmes abordés dans les accords, le contenu des clauses, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça ajoute, qu'est-ce qui était en termes de définition de procédure, d'une part pour l'information des organisations syndicales et des IRP, et plus largement des salariés, quant aux engagements pris par les entreprises. Parce que les entreprises communiquent sur des canaux spécialisés par rapport à des vecteurs financiers, sur des engagements, mais qu'est-ce qui est su, et par quel canal, et jusqu'à quel degré dans les entreprises. Et puis, toute chose autour de la gouvernance, en quoi elle était modifiée ou pas. Alors, je vais donc extraire de tout ça 2-3 thématiques qui me semblent importantes. Culture de performance globale à favoriser, c'est ce que je demandais donc le rapport de manière forte, qui me semble avoir été insuffisamment entendu. Donc ce processus de co-construction, ça ne peut pas fonctionner autrement que par une démarche de co-construction. Donc je voudrais un petit peu revenir là-dessus. Je voudrais ensuite vous parler de ce que normalement la RSE devrait devenir un élément central de dialogue social. Il y a à dire. Je ne peux pas ne pas évoquer le fait que la RSE gagnerait en optimisation en investissant les enjeux du travail. Et réciproquement, le travail revisité à la lumière de la RSE, ça serait pas mal. Il y a du chemin. Et évidemment, dernier volet, ce serait un regard sur la dimension internationale, qui est constitutive de la démarche RSE. Donc sur le processus de co-construction, qui est à la base une condition intrinsèque de la performance globale, puisque dans la définition même qu'on donne l'Europe, responsabilité des entreprises et des effets qu'elles exercent sur la société, en associant dans une définition, on insiste beaucoup, sur le processus d'associer toutes les parties prenantes qui sont concernées par cette activité. Alors,
ça pose la question de comment cette performance globale est intégrée et partagée dans l'entreprise. Ça pose la question de dans quelle sphère. Est-ce que c'est les grandes seulement? C'est un peu ce qui domine. Ce que je vous ai cité, c'est que les grandes entreprises. Pourtant, on avait été frappé par le volontarisme de la CGPME quand on avait fait la tournée des acteurs socio-économiques, un volontarisme très affiché et documenté par des renvois à certains secteurs. On a rencontré ces acteurs-là. Donc voilà. Donc ça interroge le management. Il n'y a pas de RSE avec un management inchangé. C'est pas, enfin, dans la culture française. Et pourtant, on voit bien que ce qui est dominant dans le contexte de crise actuelle, c'est des compétitions internationales, c'est que quand ça ne va pas bien, quand il faut faire face, la tendance qui domine, c'est toujours serrer les boulons, restructurer, et c'est une démarche qui finalement n'implique pas les parties prenantes, rarement. Il n'y a pas de solution co-construite collectivement, en tout cas assez rarement. Le taylorisme qui s'est beaucoup développé, il y a bien des années en France, n'est pas mort. Il y a encore des restes très vivaces. Et donc la RSE, c'est vivace partout, mais spécialement en France, me semble-t-il. Et donc la RSE serait un bon atout pour changer de logiciel. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à le faire. On a une culture, dans l'entreprise comme dans l'administration, c'est exactement pareil, d'empilement du contrôle, d'empilement de règles, de prescriptions, le processus codifié, la normalisation l'ont rajouté. Et du coup, l'image est un exécutant. Voilà, donc vous avez des gens qui subissent et enfin, tout ce que l'on sait sur le désinvestissement et les conséquences, la spirale négative que ça induit. Donc du coup, c'est quand même dommage d'avoir plusieurs foyers actifs en matière de RSE et de ne pas plus en tirer parti. Donc moi, il me semble qu'il y a grand besoin de capitaliser sur ce qui marche pour en tirer parti. Il y a une chose très vraie qui m'avait échappé, c'est en cela que la RSE m'amène à revisiter des choses que je connais. Le BTP. Le BTP, c'est un secteur, quand on s'occupe des conditions de travail, qui est toujours en haut de la pile des dossiers. Et le risque de chute, c'est toujours d'actualité, c'est pas passé de mode du tout. C'est un secteur où il y a de la pénibilité. Je ne vais pas faire trop d'allusion avec l'actualité toute récente, mais bon. Et pourtant, c'est un secteur où il n'y a pas tant d'absentéisme que ça. Ce constat-là, j'étais passé à côté. Ce rapprochement-là. C'est des travaux pénibles, exposés à plein de contraintes, mais c'est pas là où on s'absente le plus du fait du travail. C'est pas là où le taylorisme s'est le plus développé par nature. Donc, voilà. Donc la question de... Donc voilà, c'est des petits flashs comme ça qui me servent dans le travail maintenant. Le processus de co-construction globale, ça interroge aussi sur ce qu'on fait de l'expression des salariés, ce droit qui date de quelques décennies maintenant, sur l'aptitude à écouter, à construire de la confiance. C'est aussi la question de l'élargissement de la gouvernance. Lydia l'a évoqué, on a vu quelques entreprises effectivement qui pratiquaient ça, mais pas nombreuses. Dans les accords, c'est pas très fréquent. La façon la plus aboutie étant d'avoir constitué un plan dans un rôle purement consultatif des parties prenantes externes pour avis et suggestions. Mais en fin de compte, on voit bien qu'au total, la RSE, c'est un vecteur de vivification démocratique
et d'implication en termes d'intelligence collective. On a des modes d'emploi, on s'en sert pas beaucoup. Alors, RSE qui devrait devrait normalement constituer un élément central du dialogue social. Le fait que ça ne soit que parfois, qu'à certains endroits, que ça se diffuse comme caisse, je trouve que ça progresse sous le niveau visible en termes de réseau et que ça va surgir quelque part. Aussi, pour l'instant, je n'ai rien de auguré. Donc ça interroge aussi la stratégie des organisations syndicales. Ça ne peut pas être que le fait des directions d'entreprise. Ça, je ne le crois pas. Et des branches, je ne le crois pas. Dans les accords qu'on avait regardés, on avait remarqué que l'approche RSE était une occasion réelle de renouveler le champ du social et que parfois les accords ne portaient que sur des questions sociales, relations employeur-salarié, et parfois c'est l'occasion d'élargir le champ. En tout cas, ça renouvelle les perspectives. Alors, quelques illustrations. Ça peut être des accords par extension du périmètre d'application, très bonnement, tout bonnement. Quand un accord dit que le texte qui définit des droits fondamentaux vont s'appliquer dans tout le groupe de par le monde, entendu par là, les directions de tous les établissements, mais aussi les sociétés où le groupe est minoritaire, ses fournisseurs, ses sous-traitants. Quand on dit ça dans un accord, vous voyez bien que le périmètre, il est sacrément augmenté. Donc ça, c'est des documents publics, hein. Ça, on trouve ça dans l'accord d'Hanovre, on trouve ça dans l'accord Lafarge, on trouve des choses aussi de ce ordre-là dans l'accord EDF, du groupe EDF, avec le renvoi à des conventions internationales, dont le pacte des conventions internationales de l'OIT. Donc on a appris que prendre un engagement de dire qu'on respecte partout, sur toute la chaîne, les conventions fondamentales, le pacte des conventions fondamentales, ce n'est pas anodin, il y a des endroits où ça pose de vraies questions. Ça peut être des apports par l'énoncé d'une finalité qui oriente ou redynamise des dispositions sociales préexistantes. De ce point de vue-là, moi j'avais été frappé de ce que développe l'accord, à titre d'illustration, l'accord d'Hanovre en termes d'indicateurs et des finalités de la formation professionnelle. Il n'y avait rien de nouveau, il ne s'agit pas d'augmenter des droits, d'augmenter les moyens mis à disposition, mais à quoi ça doit servir et à quoi on va l'évaluer. Donc toujours en termes d'effets, c'est une approche par les effets. Par exemple, total des heures consacrées à la formation, longueur de formation, non répartition par catégorie homme-femme, manager, non-manager, et dans la mesure du possible, analyse des effets de la formation sur les évolutions professionnelles et sur les qualifications dans la société. Un truc comme ça dans un accord, ça vous donne de la matière pour un bon bout de temps et à tous les niveaux. Ce n'est pas des choses qui sont courantes. Avec des clauses de rendez-vous du genre, les interlocuteurs sociaux analyseront chaque année au niveau de la société les différents éléments chiffrants, caractérisants, etc. Ça peut être aussi des apports en termes de simplification. Et il y a fait référence sur quelques données essentielles. On est dans une approche où on fait des catalogues volontiers qui visent l'exhaustivité sur plein d'indicateurs, plein de trucs. Donc, le bilan social, de ce point de vue-là, est un monument vénérable, mais donc qui sert à qui quel usage en fait-on? Je veux dire qu'il y aurait de ce point de vue-là beaucoup à produire, beaucoup à dire. Quand on regarde quelques-uns des accords RSE, on voit effectivement des voies qui permettent de focaliser quelques indicateurs clés par rapport à l'activité, par rapport à ce qu'on cherche comme priorité. Ça peut être des priorités pour une séquence de quelques années, après on passerait à autre chose. Donc, ça, c'est une démarche là aussi téléologique qui gagnerait à développer. On ne peut évidemment que souligner l'interaction entre la négociation collective interpro de l'ANI de janvier 2013 sur la base de données uniques,
et ce qui maintenant est codifié dans le Code du travail, L23-23-7.2. Voilà. Donc du coup, on voit bien que la RSE, par le sens qu'elle met sur table, interroge tout le monde, ses compétitivité essence, ses salariés versus consommateurs, ses productivité, efficacité, quelles ressources on mobilise dans une approche globale. Alors, RSE, réinvestir, revoir les enjeux du travail. Alors, c'est des sujets qui sont labourés depuis un bout de temps. On n'en fait pas grand-chose, mais ils sont labourés depuis un bout de temps. Vous connaissez tous le rapport Lachmann-Labros-Pellico. Il dit investir dans la santé au travail, c'est d'abord une obligation sur le plan humain. 2 points. De plus, ce n'est pas une charge, c'est un atout pour la performance. Les gens autorisés, qui ont construit du consensus à 3 pour des choses pareilles en le documentant, et ça fait si peu école, on est toujours là-dessus. Donc on retrouve ça dans l'accord QVT qui en procède avec un long cheminement. On relie efficacité, qualité de vie et performance économique. Ça autorise de réinterroger l'organisation du travail comme objet de négociation. C'est pas du tout la culture française. Et pourtant, il n'y a pas tant que ça à ITERN. C'est certainement la QVT une manière puissante de prévenir cette épidémie de RPS. Qu'est-ce que les gens veulent au travail? Ils veulent être reconnus, entendus, pris en considération dans leur implication. Ça interroge tout le monde, et bien sûr le management et dans quelles conditions ils opèrent, mais ça interroge tout le monde. Donc, moi, du point de vue du COCT, ça me sert beaucoup, parce que l'objet principal du COCT, je ne parle pas du volet consultatif qui concerne les réactions sur les projets de texte de l'administration et qui conduit à des aménagements qui sont bien nécessaires, mais ça c'est un volet classique, dans tous les champs d'administration on fait ça. Là, je parle du volet participer à la définition des orientations, des choix stratégiques en matière de politique de santé au travail. Donc là, c'est un lieu où il s'agit de construire du consensus. C'est ça l'objet du COCT, consensus entre les partenaires sociaux, OPOS et l'État, et la sécurité sociale. Donc là, il s'agit de prendre en compte les effets. Là aussi, c'est une question par les effets, et non pas une entrée par la réparation. Ni la responsabilité, c'est pas ça le premier sujet, c'est agir sur les risques, les effets repérés. C'est intéressant qu'on ait des grilles de lecture aussi puissantes que ça, parce qu'en France, on n'a pas la culture de la prévention. On est englué dans la réparation, dans l'indemnisation. Vous avez vu qu'en 1946, quand on a construit la sécurité sociale, on a écrit, craché, juré dans les textes, la majorité de l'effort, ça doit être la réparation. Ça doit être la prévention, et surtout pas la prévention, surtout pas la réparation. C'est pas ça qui se passe. L'échelle des moyens mobilisés sur les 2 postes c'est abyssal l'écart. Alors, pour se saisir de sujets compliqués, j'en ai repéré un récemment. J'ai fait un déplacement la semaine dernière, il y a 15 jours. Ouais, la semaine dernière, en Haute-Normandie, sur un sujet qui a été porté par une organisation syndicale, alors c'est puissante puisque l'organisation des douaniers, donc ils ont les moyens de se faire entendre, sur un sujet qui a à voir avec la mondialisation, puisque c'est les gaz dans les containers. Donc, un sujet qui coule depuis longtemps, que d'autres pays comme la Belgique et surtout les Pays-Bas ont découvert et ont organisé des processus. En France, pas encore. C'est un sujet qui est soulevé depuis quelques années en vain, et quand les douaniers s'en sont saisis, ça a été repris par la Confédération. Et donc il y a un processus qui est en cours maintenant. Je suis allé voir ça.
je me rends compte, d'abord j'étais impressionné de voir tous les gens que ça sont venus à ma rencontre. Je ne suis pas habitué à ce quand je me passe quelque part de ma propre initiative, il y a autant de mouvements. Mais en tout cas, ça montre que c'est assez rare qu'on s'intéresse à des choses émergentes par une demande sociale. Écouter les parties prenantes, c'est ça qui nous demande à faire la démarche de la RSE. Et du coup, l'objet, il n'est plus du tout, il n'est pas tellement dans les ports. Du coup, ça réinterroge toute la chaîne logistique, les commanditaires de la grande distribution, dans les entrepôts, etc. Là où on ouvre les conteneurs, en deux mots, il s'agit de quoi? Il s'agit à la fois du fait qu'on a concentré des émanations des produits transportés pendant des semaines et des mois, qui peuvent interagir entre eux, et que dans certains cas, on a aussi introduit au départ, dans le pays producteur, des gaz pour des raisons sanitaires, pour éradiquer tout parasite qui pourrait s'y trouver, se propager, soit endommager, soit se retrouver ensuite sur le territoire d'arrivée. Donc, quand on ouvre tout ça, il y a forcément diffusion, pour ceux qui sont à la porte, à commencer par les douaniers, d'un sonde de gaz, dont l'analyse n'est pas toujours simple à faire, et la prévention pose des questions de ventilation organisée dans une boîte qui est pleine, etc. Je vous donne ça pour illustrer qu'on voit bien que par là, on a un sujet global qui interroge toute la chaîne de production, toute la chaîne de diffusion, et qui peut avoir des répercussions sur des acteurs moins puissants pour se faire entendre que les douaniers ou les dockers. Ça peut aller jusqu'au consommateur. Donc voilà, moi, si j'avais pas eu participé à cette mission RSE, je n'aurais pas toutes ces lectures-là. L'ANAC a écrit, quand elle accompagnait la négociation sur la QVT, Qualité de vie au travail. Qualité de travail, oui. Je pense que tout le monde connaissait ici, mais c'est plutôt mieux de le rappeler, vous avez raison, merci. L'ANAC a écrit que la RSE a manqué les rendez-vous avec le travail. Alors, je ne sais pas si cette appréciation jusqu'où elle est exacte, mais ce que je remarque, c'est que le travail, et ce que je remarque du point de vue du code où je suis, le travail reste, les conditions de travail, le travail, ça reste un sujet éminemment de spécialistes, de juristes, de techniciens. Ce n'est pas une affaire partagée par les acteurs qui sont d'abord concernés au premier chef. Et donc, on ne pourra pas progresser en prévention sans les impliquer. Ça me paraît une grande évidence. La RSE, par les questions qu'elle induit, pourrait nous y aider. Je voudrais terminer par un aperçu sur le volet international. Donc là, en rappelant qu'évidemment, on a affaire à une notion d'entreprise au sens étendu du terme. Quand j'évoquais les flux de marchandises avec des conteneurs, c'est une illustration tangible, comme en est une autre, la catastrophe du Bangladesh l'an dernier, l'incendie. Alors, donc j'ai regardé quelques accords internationaux, quelques ACI. Ça interroge à plusieurs titres. Qui sont les signataires? Qui sont les syndicats signataires? On a deux modèles. Il y a des accords qui sont signés par une collection de syndicats nationaux, voire européens. Une collection de signataires. Puis il y en a d'autres où, au contraire, c'est un interlocuteur, une fédération internationale, avec toute la force que ça peut comporter, du coup, par rapport à la négociation, et qui adopte des stratégies couvrant toute une approche mondiale. Ce n'est pas la même chose de ce point de vue-là, quand on regarde les signataires de EDF, Renault, ou qu'on regarde l'accord Solvay. Alors, je voudrais parler de l'accord Solvay. Pour moi, je n'ai pas lu en détail dans sa version de décembre,
mais j'avais regardé de très près, on avait rencontré les acteurs du camp de Rhodia. Rhodia était une entreprise qui avait beaucoup prospéré sur la voie de la RSE, et au point qu'on avait organisé au niveau de la mission une audition, c'était la seule qu'on a pu faire, simultanée des représentants et de la direction et des syndicats. C'est la seule qui avait accepté. Je vous donne ça comme un petit signe de je ne sais pas quoi. Rhodia a été racheté. Et Solvay ne pratiquait pas la RSE. Donc, de ce que j'ai compris, ce qu'on nous a expliqué, c'est que le cours normal des choses, c'est une fin d'histoire de la RSE dans le périmètre Rhodia, antérieurement Rhodia. En fait, c'est le contraire qui s'est passé. Alors certes, le charisme et l'implication, la persévérance de certains responsables peut y être pour une part, mais c'est pas tout. Je ne peux pas croire que ça suffise à définir une stratégie d'un groupe mondial. La dynamique que ça a comporté, les résultats qui ont pu être évalués, a conduit le groupe Solvay, ainsi et agrandi par l'acquisition de Rhodia, à s'approprier la stratégie de son ancien concurrent et d'aboutir à un accord international en décembre dernier. Cet accord, il conserve une clause de suivi qui est assez rare dans les accords internationaux qu'on a pu regarder, c'est-à-dire une commission paritaire qui décide d'aller à son pays, décide en commun d'aller dans certains pays de choisir. Il y a une certaine transparence qui est organisée et d'aller visiter des sites. Il y a peu d'accords qui vont jusque-là. Donc c'est pour ça que cet accord me semble quand même devoir être particulièrement regardé. Alors, pour conclure, les accords internationaux, c'est quelque chose de très important, non seulement parce que ça renvoie à des conventions internationales, des principes directeurs de l'ONU, les conventions de l'OIT, mais ça change la vocale. Les conventions de l'OIT, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à des États qui les ratifient ou pas. Point. Les accords, c'est autre chose. Ce sont des groupes, ce sont des entreprises qui vont décider de l'appliquer partout où ils sont en affaires. Et sur toute la chaîne, sur toute la chaîne, y compris donc les fournisseurs et les sous-traitants. Donc ça réinterroge beaucoup la chaîne des achats. Rétroactivement, je pense qu'on aurait pu beaucoup plus creuser ce vecteur-là dans l'émission. Et du coup, l'incendie du Bangladesh a été drôlement éclairant. Il se trouve que Lydia et moi, nous avions programmé un déplacement à Genève peu après l'incendie. Donc là-bas, on m'a expliqué en détail un des programmes du BIT, le programme Better Work, qui est un programme volontariste qui mobilise directement des donneurs d'ordre par rapport à des activités. Il y a un certain nombre de pays qui sont couverts là-dessus. Et donc, il y avait un projet qui était sur table depuis de nombreux mois concernant le Bangladesh. Et qui donc appelait à ce que les donneurs d'ordre, qui sont pour beaucoup européens, concourent à un programme spécifique qui comporte un dispositif de formation, d'accompagnement, d'inspection dédié. Donc on voit bien qu'on est dans une autre problématique que les conventions internationales classiques. Ce qu'on me disait dans les bureaux du BIT, début mai, l'année dernière, c'est qu'il n'y avait pas grand monde qui se bousculait dans les donneurs d'ordre européens, et spécialement en France, alors qu'elle était très présente au niveau des donneurs d'ordre. La suite fait que ça a changé, mais vous voyez en quoi la dimension internationale de RSE et la place du dialogue social, il y a des vecteurs de diffusion, il y a des marges de progression très importantes. Voilà, je vais en rester là, j'étais sans doute un peu trop long, mais voilà mes impressions.
Merci bien. On ne va pas avoir beaucoup de temps pour les questions, mais je dirais les deux exposés vont bien dans le sens de ce petit thème de la CRDS qui est changé pour agir. Hein. On entend quand même pas mal d'incitations à agir à différents niveaux. À propos d'action, je fais juste un petit commentaire et je vais remercier Lydia qui, depuis maintenant un paquet d'années, agit au sein de RDS dans des groupes qui soient bénévoles. Et vous rappelez qu'il y a à RDS une trentaine de bénévoles de ce type, qui sont soit actifs, soit jeunes retraités. Et ce groupe-là a toujours besoin de s'élargir. Donc il y en a nombreux qui sont ici, mais ceux qui ne sont pas encore venus nous aider à conduire les différents programmes pour qu'on puisse agir davantage au service de l'intérêt général sont les bienvenus, qui se fassent connaître. Moi-même, Philippe Lorex, je le signale, est en vacances, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin, il n'est pas à nouveau malade, donc très bien, même qu'il soigne sa santé, donc il prend des repos. Et, voilà, donc après avoir dit ça, je laisse la parole à qui a envie d'intervenir pour faire une observation ou poser une question aux deux intervenants. Présenter à chaque fois. Martin Richer, je suis consultant en RSE et j'anime le pôle social de Terra Nova. Les deux orateurs sont venus sur un sujet que je trouve bigrement intéressant et utile, qui est l'adaptation des indicateurs RSE par secteur d'activité. Lydia l'a mentionné à l'occasion des indicateurs issus du Grenelle 2, qui reste effectivement très horizontal, et Christian l'a mentionné à propos de la base de données unique. Or, si vous vous souvenez des débats qui ont eu lieu au moment de l'accord interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi, qui a donné naissance à cette base de données, il y avait un appel très fort aux partenaires sociaux à négocier une adaptation des indicateurs par branche. Et j'ai récemment lancé un filet auprès de mes contacts pour savoir si on avait pu repérer quelque part, soit une branche, soit une entreprise, qui avait lancé une initiative dans ce sens, et strictement rien. Alors que les dirigeants d'entreprise, et avec raison, me semble-t-il, sont très déterminés pour dire que les indicateurs qui restent purement horizontaux, ça ne sert pas à grand-chose. Alors voilà, ma question, on a beaucoup dit sur la misère de la négociation de branche, mais on aurait pu aussi penser à des négociations d'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à ce que finalement la notion d'indicateur de mesure devienne un sujet de dialogue, qu'on puisse se rapprocher entre patronat et syndicats autour de la question qu'est-ce qui permet de mesurer la performance, qu'est-ce qui permet de rendre compte de l'efficacité, sur quoi on peut se mettre d'accord, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avancer dans cette direction alors que tout le monde est insatisfait d'en rester à des indicateurs trop généraux. Le point est là. Bonjour, moi je suis Marie-France Boutreau, je suis responsable du pôle Europe à la CGT. Et moi je suis vraiment très heureuse d'être là ce matin parce que c'était un sujet d'actualité. Et c'est tant un sujet d'actualité, notamment par rapport à ce que j'ai entendu sur les accords internationaux et le dialogue social. Alors, je vais commencer par le désagréable et je vais finir par l'agréable, peut-être des propositions et des interrogations. Le désagréable, c'est que, enfin, moi je me perçois au niveau européen, et notamment en lien avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est que nous avons quand même de la modération salariale, nous avons une remise en cause du dialogue social et de la négociation collective, et de la couverture des conventions collectives au niveau européen. En France, on a aussi la modération salariale, il y a eu la révision de la représentativité et ainsi de suite. Et puis, en France, c'est pas facile, notamment avec les employeurs actuellement, quand on veut aller à la négociation collective. Alors ça, c'est pour le côté désagréable auquel je vais rajouter la simplification administrative, et notamment REFIT, la règlement intelligent, qui à un moment donné remet en cause aussi des éléments d'appréciation pour la négociation collective. Ça, c'est le côté désagréable. Pour ne pas en rester là, je vais passer à un autre niveau. L'autre niveau, alors moi, ma réflexion, c'est celle-ci. Dans la négociation collective, depuis des années, si je prends par exemple sur l'égalité entre les femmes et les hommes, si nous n'avions pas eu une insertion dans le Code du travail et une obligation d'aller à la négociation collective sur l'égalité entre les hommes et les femmes, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. C'est pas forcément non plus la panacée, mais on ne l'aurait pas en tant que tel. Et dans cet accord qui date de mai 2020, il y a en particulier un rapport de situation comparé, qui prend tout un tas d'éléments, et par rapport à ce que disait tout à l'heure sur la qualité du travail, il y a un certain nombre d'éléments là-dedans, sans en rajouter
Moi, je me demande s'il n'y aurait pas nécessité à avoir quand même, au niveau de l'État, une législation qui permette d'engager en termes de négociation sur la RSE avec un certain nombre d'indicateurs qui figurent déjà, par exemple sur la formation professionnelle, dans d'autres négociations. Donc c'est pas en rajouter, mais c'est regarder comment on simplifie pour donner d'autres éléments pour aller à la négociation. Et puis, sur la négociation collective, on ne peut pas, mettre au même niveau la négociation de branche quand vous avez des grandes entreprises et quand vous avez des petites entreprises. C'est pas du tout pareil. Parce que quand vous avez des grandes entreprises, il y a de la négociation collective dans les entreprises qui nourrissent aussi la branche. Quand vous avez des petites entreprises, bien souvent il n'y a pas d'organisation syndicale et vous avez des très petites entreprises, quand même qui représentent aux alentours de 5 à 6 millions de salariés, où il n'y a pas de négociation collective parce que ça n'existe pas. Donc c'est comment on aide aussi les branches à améliorer le débat sur ces questions-là. Et puis, par rapport aux organisations syndicales, moi notamment dans la mienne, on a des personnes qui s'occupent de ça. Sauf qu'à un moment donné, ça reste à un certain niveau et ça ne redescend pas. Et ce qu'on a besoin, c'est que ça redescende et qu'il y ait de la formation au service des organisations syndicales pour qu'elles puissent prendre en compte ce souci, cette négociation. Encore faut-il qu'on aide aussi les organisations à trouver le bon moyen de se faire comprendre. Et la référence aux conditions de travail, à la santé au travail, il me semble être une des portes d'entrée qui permettent aux organisations syndicales de parler de la vie réelle, concrète des salariés dans les entreprises par rapport à ce qu'ils vivent au quotidien, parce que ça fait partie de la compétitivité des entreprises. Et après, de tirer là-dessus pour voir ensuite comment on intègre la RSE. Pour moi, cette question-là, c'est un peu comme l'égalité, je reviens là-dessus, mais c'est de l'intégration de la RSE et avec aussi, dans les organisations syndicales et ailleurs, un monsieur ou une madame responsabilité sociale des entreprises, justement pour impulser cette négociation. Merci. Marie-Noël. Oui, Marie-Noël Berger, gestion copine. Je voudrais savoir ce que pensent nos deux orateurs du problème de la filière de la confection. Je voudrais qu'on y revienne un petit peu parce qu'il y a deux pays, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, le Bangladesh avec l'affaire du Rana Plaza, bien sûr, qui a donné des tas de choses en France, puisque à la suite de ça, il y a eu la proposition de loi, en particulier de Noguès et compagnie, sur la diligence nécessaire des donneurs d'ordre, qui ensuite ça a été important, ça s'est décliné au niveau européen. Et la plainte déposée contre Auchan, puisque Auchan se dit responsable, mais on a trouvé des étiquettes de sa marque Rana Plaza, et il dit non, ce n'est pas, moi j'ai été pour rien, c'était de la sous-traitance sauvage de mon donneur d'ordre de premier rang, je n'y suis pour rien. Donc il est attaqué par des organisations. Donc il y a un vrai problème de la non-transparence qui n'est pas forcément d'ailleurs totalement du fait du donneur d'ordre ultime. Et au niveau des marques, on a au Cambodge un peu le contraire, où le Cambodge a été, il y a 15 ans, un bon élève avec le système de Better Works, justement. Ça allait être très bien dans la confection, il y aurait du travail décent, des salaires corrects, etc. Et puis la situation s'est dégradée sous l'œil bovin de l'OIT, et on a eu les émeutes de la fin d'année dernière, une répression extrêmement forte, et là on a à la fois Industrial et des grandes marques qui ont dit faut arrêter, il est normal que le salaire minimal passe de 100 à 150 ou 160 $, et nous on veut bien, les grandes marques disent oui, on veut bien payer quelques centimes de plus par pièce pour éviter qu'il y ait des centaines d'ouvrières qui s'évanouissent d'inanition devant nos machines. Donc les marques ont
ont des façons de faire assez différentes dans les deux cas, et les gouvernements aussi. Et je voudrais savoir comment vous analysez ce qui se passe dans la confection en Afrique. Oui, bonjour à tous et à toutes, Alexandre Grillat pour la CFE-CGC, secrétaire national. Je voudrais d'abord partager une conviction qui a été apportée par les deux orateurs, que la RSE c'est une question de sens, et derrière le vocable RSE, à la CFE-CGC, on dit redonner du sens ensemble. Donc on s'y retrouve complètement. Deuxième conviction que je voudrais partager avec vous, c'est que, à notre sens, la RSE, et comme certains n'hésitent pas à dire dans d'autres cénacles, c'est le crash test des business models. Donc la RSE, c'est avant tout une question de stratégie, préparation de l'avenir des entreprises, et de notre point de vue, le dialogue social et économique est au cœur de la RSE, de la préparation de l'avenir et du dialogue autour de la stratégie des entreprises. Et de manière un peu subliminale, de notre point de vue, la RSE, la préparation de l'avenir, c'est une question de pacte de responsabilité, parce que le pacte de responsabilité, c'est bien préparer l'avenir du pays, et ce pacte ne doit pas, selon nous, se limiter à un débat sur l'allègement de charges. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces allègements de charges et comment on prépare l'avenir du pays, donc des entreprises et donc des emplois, à travers l'utilisation que les entreprises font des marges de manœuvre financières. Donc c'est bien une question de gouvernance. Donc la question que je voudrais poser, et qui correspond un peu à notre commission, c'est oui au dialogue social et économique, mais quels sont les outils dont les salariés et leurs représentants doivent disposer dans chaque entreprise pour pouvoir faire en sorte que ce dialogue social et économique il soit réel. Donc notre conviction, c'est qu'il faut que les salariés et leurs représentants dans les conseils d'administration de surveillance ils soient présents, en nombre, élus, formés. En ce sens, l'ANI de janvier 2013 constitue une première étape. De ce point de vue, il faut aller plus loin pour que les premiers ambassadeurs de la RSE dans les instances de gouvernance que sont les salariés, ils puissent réellement œuvrer et être outillés. Deuxième sujet, deuxième outil, c'est dans les IRP. Vous dites fort justement que la RSE c'est une question de dialogue social. Il faut que les salariés soient outillés dans les IRP pour que le dialogue autour de l'ensemble de la RSE, ce dialogue soit réel. De notre point de vue, il faut que le débat soit obligatoire. Et nous proposons, et on aimerait avoir votre avis sur le sujet, c'est qu'il y ait une commission obligatoire développement durable RSE au sein des CE, quand il existe des CE. Et à notre point de vue, la base de données unique pourra constituer l'outil que cette commission RSE dans les CE utilisera pour que le dialogue soit objectif, outillé, et donc permettre à la RSE de réellement vivre dans chaque entreprise. Merci. Patrick Boult, qui sera nos intervenants d'avenir. Patrick Boult, président d'honneur du Forum pour l'investissement socialement responsable. Ça montre un signe d'historicité dans cette réflexion. Oui, je pense que quand même, juste j'interviens à cause de votre intervention, monsieur. La RSE, c'est l'ouverture de la responsabilité des entreprises et des organisations, on a parlé aussi de l'État, vers l'extérieur, vers les externalités. Or, si vous résumez ça au dialogue social, le dialogue social interne peut-il être porteur des intérêts et des impacts sur les externalités? Voilà, je suis aussi solidarité de mettre face au chômage, vous voyez mes préoccupations, emploi. Voilà. Donc je trouve un peu dangereux, si vous voulez, de ramener ça uniquement en disant dialogue social, etc., quels que soient ses mérites. Je comprends l'articulation, mais c'est pas ce qui a été plaidé. Hein. Non, mais je réagissais. Alors, une dernière intervention très courte. Bonjour, Sylvie Brunet. Je suis membre du Conseil économique, social et environnemental et vice-présidente de la NDRH. Bon, moi, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, une autre question, oui, certes, une commission RSE, développement durable, parmi les comités d'entreprise, pourquoi pas, mais surtout pourquoi il n'y a pas dans les codes de gouvernance, tel le code AFEP, une recommandation qu'il y ait dans les organes de gouvernance, conseil de surveillance ou conseil d'administration, des comités RSE, voire plus sur les problématiques sociales, comme il y a des comités d'audit, de rémunération, et finalement beaucoup plus de comités axés sur les problématiques financières,
ou stratégique que sur ces problématiques-là. Donc j'aimerais bien le voir apparaître dans les codes de gouvernance. Je vais avoir le travail. Je peux simplement apporter une précision. Je voulais simplement, Jocelyne Roche de la Massif, simplement préciser qu'à la Massif, pour Massif, il y a un groupe RSE dont on sait aussi. J'ai juste apporté un complément. L'Institut français des illustrateurs, dont la CFE-CGC est partenaire, préconise clairement des commissions RSE dans les conseils d'administration pour que la RSE soit un sujet de gouvernance. Donc certes, la FEP et la FEP-MEDEF n'ont pas fait de préconisation en la matière, mais l'IFA, elle, l'a fait. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de tradition dans la société. Je ne vais pas répondre absolument à tout. Je vais partir de ce qu'a traité Marie-France Boutroux, l'obligation de négocier. Je ne vais pas rebondir sur tout ce qu'elle a dit, mais d'abord, qu'il faille des obligations de négocier sur un certain nombre de sujets, ça me paraît une très bonne chose, et loin de moi l'idée de dire qu'il faut supprimer ces obligations. Je vais prendre juste un petit exemple là-dessus sur l'idée, les textes font avancer des situations qui, hélas, sans texte n'avancent pas. Quand j'étais au CES, je crois que c'est en 1999 que nous avons traité dans la section du travail d'un rapport qui avait été porté par Michel Cotta, qui était à l'époque directrice d'Antenne 2. Nous avions été saisis par le ministre de l'époque sur la place des femmes dans les lieux de décision. Nous avions rendu un rapport, un avis du CESE sur le sujet, et nous portions à l'époque l'idée d'aller vers la parité. En particulier dans le CESE lui-même. Le rapport, il n'a pas été voté par un certain nombre de représentés au CESE, notamment par les entreprises privées, mais aussi par des organisations syndicales, au motif que c'était irréaliste. Quelques années plus tard, la loi organique est venue rendre le sujet obligatoire. Aujourd'hui, le CESE est paritaire. Donc ça montre bien que de temps en temps, l'épée dans les mains, c'est quand même ce qui permet d'avancer. Le problème des négociations obligatoires, annuelles ou pluriannuelles, c'est que c'est une obligation de moyens, mais ce n'est pas une obligation de résultat. C'est quand même ça le fond du sujet. Et en même temps, c'est quand même très compliqué de dire qu'il faut absolument qu'il y ait un résultat, parce que lequel, comment on le qualifie, comment on le quantifie. C'est pour ça que nous restons sur l'idée, on en a beaucoup discuté dans notre groupe de travail de ce sujet, que l'utilité de la RSE, c'est d'essayer de recadrer en quelque sorte un certain nombre, ça pourrait être ça, de recadrer un certain nombre de négociations obligatoires pour leur donner du sens, voir que les priorités ne sont pas forcément les mêmes d'une branche ou d'une entreprise à une autre. Il y a des entreprises dans lesquelles le sujet égalité, par exemple, entre hommes et femmes, il n'existe pas. Donc, ce n'est pas la peine de perdre du temps à discuter là-dessus. Mais par contre, il y a d'autres sujets qui sont beaucoup plus cruciaux. Donc, c'est sur cela qu'il faut passer du temps et enclencher des dispositifs. Loin de moi, donc, l'idée, surtout la RSA, c'est pas un truc en plus. C'est pas un truc en plus, parce que si jamais on fait ça, on le dit complètement de sa substance, on rajoute encore des discussions dans lesquelles on va perdre entre partenaires sociaux une énergie considérable et on n'avancera pas. Ça m'amène à rebondir sur la question, est-ce qu'il faut des commissions de développement durable dans les comités d'entreprise? Franchement, je ne sais pas. On s'est aussi interrogé là-dessus. Est-ce que ça peut être ça la forme? Si c'est conçu comme effectivement rassemblant un certain nombre de choses qui existent déjà, les imbriquant et mettant en place les pièces du puzzle en quelque sorte, alors oui. Si c'est encore quelque chose en plus sur lesquels on va mettre des spécialistes et les autres ne s'y intéressent pas, je pense qu'on n'atteindra pas du tout l'objectif. Alors, vous avez parlé en même temps de la question du business model. Je crois que le fond du sujet, il est là. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est le changement de business model. Dans les gens que nous avons interrogés, il y avait notamment Muriel Pénicaud, que Christian a évoqué tout à l'heure, qui est l'un des auteurs du rapport Bien-être au travail. Muriel Pénicaud, qui était directrice de Danone quand on l'a interviewée, elle était très claire là-dessus, et d'autres l'ont été aussi dans le cadre des auditions.
c'est vraiment ce qui est à l'ordre du jour, c'est le changement de business model dans les entreprises. La situation n'est sûrement pas mûre encore aujourd'hui, mais c'est vraiment vers ça qu'il faut pousser quand on dit il faut travailler autrement, de la gouvernance, au management, aux IRT. Alors la question a été soulevée de la place des salariés dans les conseils d'administration. Ah oui, je pense que c'est vers ça qu'il va falloir avancer. Il y a déjà eu une avancée de fait. Rapport Gallois avait proposé davantage, d'autres proposent encore davantage. Pierre Ferracchi, qui n'est pas là ce matin, mais il a écrit récemment à ce sujet. J'ai lu qu'il proposait qu'il y ait 30% de salariés dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, en France, ça fait parfois sourire. Mais dans les auditions, nous avons auditionné le patron de Bosch France. Nous voulions auditionner un patron d'entreprise étrangère, notamment allemand. Et à l'époque, il était en train de négocier à Rodez son plan de restructuration et il nous a dit « Je ne désespère pas d'obtenir un accord, une signature de tous les syndicats, y compris de Sud. » Et effectivement, 15 jours après, on a vu dans la presse qu'ils avaient trouvé un accord. Mais ce qu'il nous a dit surtout, il nous a dit « Mais vous me faites rigoler en France, avec les droits de comité d'entreprise et ce qui se passe sur le contenu de la gestion des entreprises. En Allemagne, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que ça, les discussions avec nos partenaires sociaux. Parce que les syndicats et les représentants des salariés ont vraiment un tout autre pouvoir. Ils interviennent vraiment sur la stratégie de l'entreprise. Donc, on parle souvent de l'Allemagne en termes de comparaison de nos modèles économiques, mais curieusement, sur cet aspect du modèle social, parce que tout n'est pas à retenir en la matière dans le modèle allemand, mais sur cet aspect-là, on en parle quasiment jamais. Pourquoi on n'avance pas sur le sujet, disait Martin Léché tout à l'heure, pourquoi, que ce soit dans les branches ou dans les entreprises, on n'arrive pas à mettre ça en place. J'ai pas de réponse. Franchement, on s'est beaucoup interrogé. Quand on a fait la proposition là, sur le reporting, on l'a faite notamment à la suite de l'audition des sections du CESE, qu'on a entendu toutes ensemble, dans la diversité des sections, dans la diversité de leur composition. Et ce jour-là, je peux vous dire qu'il y avait vraiment unanimité à dire le reporting, il faut qu'il change, il faut qu'il soit adapté à la réalité des branches, des filières et des entreprises. Et puis derrière, le blanc que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas faute d'avoir sollicité quelques branches, en particulier le BTP très directement, ou l'assurance, où j'ai encore quelques points d'entrée, mais c'est vraiment calme plat. Je me demande si le fait qu'il y ait une réglementation qui cadre les choses aujourd'hui n'est pas perçue comme une difficulté, c'est-à-dire des branches qui se disent oui, mais alors nous, si on s'y met, est-ce qu'il va falloir là aussi qu'on fasse ça en plus et qu'on respecte quand même les 42 indicateurs? Il y a peut-être ça qui joue un peu. Dans notre esprit, il est clair que les branches qui s'engageraient dans cette démarche de mettre sur pied des reportings spécifiques ne relèveraient plus des indicateurs qui existent aujourd'hui, mais il ne faut pas effacer les indicateurs qui existent. Pour tous ceux qui ne font rien, c'est le minimum, c'est le minimum syndical et qu'il faut quand même arriver à produire et qu'il ne faut surtout pas balayer. Dernier point que je voulais traiter, l'histoire de la confection à partir de l'exemple du Rana Plaza, parce que pour le Cambodge, je ne connais pas bien le sujet. Mais Rana Plaza, j'ai eu l'occasion, on s'en était beaucoup inquiété à l'occasion de la mission, et j'ai eu l'occasion de regarder un peu derrière les différentes analyses qui étaient faites sur la situation. Alors, sur les causes d'abord du drame, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a d'abord les effets de la globalisation des marchés. Là. Il est clair que la pression sur les prix par la concurrence internationale amène à faire des impasses sur les investissements de sécurité. Il y a eu là-bas à l'époque tout de même une gouvernance extrêmement défaillante entre des terrains qui avaient été acquis légalement, des constructions viciées en zone inondable. Et puis il faut le dire aussi, parce que ça existe, une collusion entre les milieux politiques et économiques, puisque
ça a été dit, écrit, identifié, quoi. Beaucoup de parlementaires ont des intérêts capitalistiques dans l'industrie textile, et du coup, on s'est retrouvé avec une vraie carence de la régulation administrative. C'est un vrai problème. Alors, l'OIT et l'UE ont pris un tas de mesures. Il y a eu le fameux accord et puis l'Alliance pour les États-Unis. Donc, l'accord qui a embarqué quand même 150 marques européennes, qui concernent 2 millions d'ouvriers dans quelques 1500 ou 1700 usines. Et quel était le contenu de tout ça? C'était l'engagement à financer des inspections des fournisseurs pour les marques qui sont impliquées là-dedans. Et ça a consisté à donner un délai de 6 mois, je crois, aux inspections et aux entreprises pour faire les travaux nécessaires, en échange de quoi les marques européennes se sont engagées à maintenir leurs commandes. Le pire de la situation, ça a été dit à l'époque, notamment par les organisations de consommateurs ou des ONG, le pire serait d'arrêter d'acheter à ces pays-là et de les faire s'effondrer totalement. Et puis le gouvernement du Bangladesh a pris aussi un certain nombre, a engagé un plan avec des inspections. Après, le problème, c'est que l'émotion soulève un certain nombre de mesures, d'actions, et puis le temps passe, et la patte retombe. La patte retombe parce que le gouvernement Bangladesh a en partie contesté la qualification des inspecteurs étrangers qui étaient envoyés. La réforme du droit du travail qui était prévue a été édulcorée. Et puis aussi, parce que je termine là-dessus, mais ça me paraît quand même un élément majeur du sujet, les libertés syndicales ne sont pas respectées. Les leaders syndicaux continuent d'être harcelés, parce qu'il faut quand même savoir qu'à l'origine, un certain nombre d'ouvriers avaient signalé les risques. Qu'est-ce qui s'est passé? Les types, on leur a dit, ou tu te tais, ou on te fiche dehors sans aucune indemnisation. Donc c'est quand même bien, on en revient toujours à ça, à la question du dialogue social et à la question du respect des libertés syndicales et de la capacité des salariés à s'organiser et à se battre, y compris pour leur propre sécurité. Voilà, je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Et Christian, oui, je vais apporter deux, trois éclairages complémentaires, mais je n'ai pas la réponse à toutes les questions qui ont été posées non plus. Donc, j'extrais tout ce qui a été dit, la thématique du recours à l'obligation au sens recours à la loi, la problématique des branches, Better Work, la déclinaison par pays, et des questions de la gestion du travail, du management, là aussi, les bonnes imposées ou les bonnes pratiques. Alors, moi, je suis quand même frappé de ce qu'en France, on a une tendance obligée, structurelle, on n'arrive pas à s'en défaire, on ne peut pas avancer sans recourir à la loi. La sainte loi française, c'est quand même quelque chose. De la part d'un fonctionnaire qui a fait beaucoup de contrôle, j'ai conscience du paradoxe, hein. Mais ça me trouble, il y a un moment, ça me trouble. Je vais l'illustrer. En matière de santé au travail, la directive de 89 européenne a notamment imposé une obligation toute bête de bon sens que l'employeur procède à une analyse de ses risques pour mieux les prévenir. Tout con, hein? Il a fallu attendre 89-2001 pour se transposer en France. Et qu'est-ce qu'on en a fait depuis? Qu'est-ce que c'est devenu? Ça reste majoritairement une obligation administrative, objet d'un contrôle plus ou moins finalisé et compris par l'inspection du travail. Il y a un papier ou il n'y a pas un papier. C'est dramatique. Alors que c'est une question de sens, de projection, d'analyse, et puis de dire, bon, voilà ce que je priorise, etc. Ce qui appelle toute une offre de service par rapport au tissu des PME. On n'a pas développé ça en France. Et les services santé au travail pour lesquels il y aurait un roman à raconter, là-dessus, sont de quel concours? Bon. Donc, du coup, je suis interrogatif
Et en même temps, on n'a pas beaucoup mieux sur la table non plus, mais les limites intrinsèques du recours à la loi. Je suis d'accord qu'en matière d'égalité, si on n'avait pas eu ça, de mixité, on serait encore bien en retrait. Donc je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse, sauf que je crois que ce qui serait quand même mieux, c'est d'arriver à donner envie. Donner envie aux acteurs, et de façon à ce qu'ils se rendent compte que l'intérêt bien compris des uns et des autres, ça passerait par une autre approche. De ce point de vue-là, c'est une question qui est toute présente. On va préparer donc le COC doit collectivement produire des orientations pour le prochain plan santé au travail. Ça, c'est un boulot que le ministre nous a demandé de faire pour novembre, donc avec les partenaires sociaux. Et après, l'administration va écrire, va produire. Moi, si vous voulez, je ne sais pas si je vais y arriver, hein, mais j'aimerais bien que le plan santé au travail commence par une approche positive. Finalement, il est bien nommé. C'est le plan de la santé au travail, ce n'est pas le plan de prévention des risques professionnels. J'en ai un peu marre d'un catalogue de risques qui sont autant de bureaux derrière qui ont chacun leur focus. Et avec ça, on fait soit un plan, des mesures à faire. C'est important, je ne dis pas. J'enlève rien sur les risques de chute et nanomatériaux et autres problèmes. Mais du coup, si on dit que c'est la santé au travail, qu'on reconnaît qu'avec l'OMS, le travail est un déterminant essentiel pour la santé, alors du coup, à quelles conditions le travail n'est plus un déterminant, mais un facteur de santé. Et donc, si on arrivait à se mettre d'accord avec les partenaires sociaux sur un premier pilier qui valoriserait une approche positive et qui appellerait une logique de capitalisation, une logique de diffusion des bonnes pratiques, ça n'empêche pas que derrière, il faut toujours travailler sur les risques et optimiser le système d'acteurs. Mais donc voilà, je pense qu'il y a un moment, on va au bout de l'empilement des obligations qui aboutissent à des choses indigestes en volume, difficiles à comprendre et qu'on peut toujours retarder à coup d'excès. Donc je n'ai pas la réponse. Mais du coup, des réseaux comme le vôtre qui peuvent impulser des capitalisations, ça fait partie, c'est peut-être des éléments de réponse. Je pense qu'il faut aussi développer de l'offre par rapport aux petites entreprises. Et du coup, je passe au point de la branche. Pour moi, cette mission m'a apporté un éclairage totalement imprévu. Je ne m'attendais pas du tout à ça avec la branche de la propriété. Enfin, cette branche m'a bluffé. Cette branche m'a bluffé, je le dis très clairement. J'avais un a priori très négatif. Je fais partie de ceux qui considèrent, bon là, dans les permanences d'inspection du travail, quand jadis, j'en ai vu des kilos, etc. Enfin, bon, d'accord, il y a honnête, mais il n'y a pas que honnête. Voilà, bon. Ben, cette branche m'a bluffé parce que, même Lydia tu redoutais, moment, donc on a croisé plusieurs auditions qui montrent que dans ces secteurs-là, au moins une partie des outils qui sont celles d'une branche ont été corrélés par rapport à une stratégie, que ce soit les outils de la formation, les outils de la qualification, les outils, quand je dis formation c'est pour les salariés, mais aussi les chefs d'entreprise, avec des CQP, etc., qui ont été mobilisés, avec un regard développement durable, et donc du coup un élargissement du spectre classique du dialogue social. Je ne parle pas du dialogue social comme étant une chose pure sucre, hein. C'est, oh là là, justement les parties prenantes externes sur les effets, il faut intégrer ça, il faut bousculer un peu les lignes. Donc cette branche me paraît être peut-être, je le crains, l'exception qui confirme la règle. Bon, il y a 2-3 petites choses, je n'ai pas eu le temps d'aller voir à l'époque, mais on m'a dit derrière qu'il y avait des choses au niveau des salons de coiffure, des trucs comme ça. Bon. Mais vous voyez, il y avait l'affaire, enfin, il y a du chemin pour que ça soit des acteurs majeurs de l'économie. Donc pour moi c'est intriguant.
pourquoi effectivement est-ce qu'on ne se saisit pas des possibilités de moduler les indicateurs d'efficacité? Ça me renvoie qu'effectivement aussi, dans la comparaison France-Allemagne, on oublie souvent de mettre sur table les comparaisons de la façon de gérer le travail entre les deux pays. Et c'est sans doute, en termes d'efficacité et de performance, quelque chose qu'on gagnerait à beaucoup mieux explorer. Et en effet, je suis d'accord avec toi, l'audition qu'on avait faite avec Bosch était vraiment très éclairante et un peu déstabilisante. Donc voilà, donc j'ai pas les réponses à tout ça. Et puis pour ce qui est de Bangladesh et Cambodge, de ce que j'ai retenu des échanges avec les services du BIT à cette époque-là, c'est que Better Work, c'est un programme volontariste, mais qui fonctionne pour autant qu'il y ait des pays, au sens gouvernement, qui acceptent, qui saisissent l'opportunité, qui présentent un projet, un pays qui mobilise et des organisations professionnelles et organisations syndicales, et qu'on mobilise un certain nombre de donneurs d'ordre. C'est ce triptyque-là. Et donc, du coup, ça peut évidemment changer d'un pays à l'autre. C'est comme ça que j'ai compris le différentiel. Après, comment ça évolue dans le temps, je ne suis pas assez documenté pour y apporter une réponse. Donc voilà, comment on gère le changement dans notre pays, parce qu'il y a matière à changement. On a 2-3 clés sur pièce, là, qu'on peut se saisir. Il faut les diffuser plus. Je suis plus intrigué que sur les réponses. Voilà. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre matinée. Donc, un grand merci à Lydia Robelli et Christian Lenoir pour leurs apports et à ceux qui ont pu intervenir.